passe ma vie dans les avions, alors qu'en réalité, j'achète toujours des vols au rabais. Du coup, il faut que je me lève à 4 heures du mat et je ne ferme pas l'œil de la nuit, de peur de ne pas entendre mon réveil. Et puis, je me rends à l'aéroport à une heure insensée, où je m'imbibe de café hors de prix, ce qui finit par me revenir plus cher que si j'avais réservé un vol à une heure décente dès le début. Mais passons. Donc, si vous avez déjà pris l'avion pour Londres, vous savez qu'avant l'atterrissage, on fait souvent patienter l'appareil dans un circuit d'attente. Vous tournez en rond le temps qu'un créneau se libère pour vous poser. En général, ça ne me dérange pas. J'aime contempler la vaste étendue de cette cité gigantesque s'étaler sous moi. Le nombre incalculable de personnes qui s'agitent en tous sens. Penser que chacune d'elles a ses espoirs, ses rêves et ses déceptions. Rue après rue, des millions et des millions d'âmes et de rêves. Je trouve ça agréable et très excitant. Et si vous aviez patienté au-dessus de Londres en cette journée de printemps, vous auriez vu l'immensité de la capitale se déployer à perte de vue. La quantité surprenante d'espaces verts concentrés à l'ouest, si bien qu'on a l'impression qu'on pourrait traverser toute la ville de parc en parc jusqu'à l'est, agglomérée et enfumée, où les rues et les espaces publics sont de plus en plus encombrés. Le London Eye au bord de la Tamise, étincelant dans le soleil du petit matin. Les bateaux qui remontent ou descendent le fleuve, à l'eau tantôt sale et tantôt miroitante. Les hautes tours de verre qui semblent être sorties de terre sans que personne ne le demande, à mesure que Londres change de visage. Et par-delà le dôme du millénaire, plus bas maintenant, la pointe scintillante du One Canada Square, autrefois plus haut gratte-ciel de la ville, avec sa station de métro au beau milieu du bâtiment, ce qui devait être carrément impressionnant en 1991. Maintenant, imaginez que vous puissiez continuer à descendre, que vous puissiez faire un zoom avant comme dans un Google Maps grandeur nature, et pas seulement pour aller admirer votre propre maison, à moins que je ne sois la seule à faire ça. Si vous cessiez d'observer la scène depuis les cieux tel un dieu, et continuiez à vous rapprocher du sol, la ville aurait vite l'air moins sereine. Vous commenceriez à remarquer les rues noires de monde où tout paraît crasseux. Et tous ces gens qui se croisent en se bousculant, même maintenant à 7 heures du matin juste passé, des agents d'entretien à peine sortis du travail qui rentrent chez eux d'un pas lourd, l'air épuisé, et dans l'autre sens, de jeunes cadres dynamiques en costume cravate et tailleur strict. Des employés de bureau, des vendeurs, des réparateurs de téléphones portables, des chauffeurs Uber, des laveurs de carreaux, des marchands de journaux, et les très nombreux hommes affublés de gilets jaunes qui font des choses mystérieuses avec des cônes de signalisation. Nous sommes presque arrivés au niveau du sol maintenant. Nous suivons des rues, prenons des virages à toute allure dans le sillage du Docklands Light Railway, ce petit métro automatique dont les usagers s'efforcent de se frayer un chemin dans la cohue du petit matin, parce qu'il est impossible de faire autrement. Il faut jouer des coudes, sinon on ne trouve pas de place. Pas même debout. L'idée même de pouvoir s'asseoir s'est envolée il y a déjà quelques kilomètres, à la station Gallions Reach. Mais il est peut-être encore possible, je dis bien peut-être, de dégoter une place debout dans un coin, sans avoir la tête dans l'aisselle de son voisin. La rame lourde de l'odeur de café, de mauvaise haleine et de vapeur d'alcool, et du sentiment que tout le monde a été arraché de son lit bien trop tôt. Que même le soleil, sa pâle lumière pointant timidement à l'horizon en ce début de printemps, se lève sans conviction. Mais peu importe. La grande machine de Londres est fin prête. Avide, toujours avide. Elle attend de vous avaler et de vous saigner à blanc, avant de vous recracher pour vous laisser refaire tout le trajet en sens inverse. Et c'est là qu'apparaît Flora Mackenzie au cœur de la mêlée, attendant de sauter dans le petit métro qui va l'amener jusqu'à la tumultueuse station Bank et son absurde dédale de couloirs. Vous la voyez bien maintenant, elle vient tout juste de monter. Ses cheveux ont une couleur étrange, très très claire, qui ne ressemble presque à aucune autre. Ils ne sont pas blonds et pas vraiment roux non plus. Blond vénitien éventuellement, mais en plus terne. Elle est un tantinet trop grande, sa peau est d'un blanc laiteux, et ses yeux ont une couleur pâle, parfois difficile à déterminer. Elle est là, son sac et sa mallette serrés contre elle, vêtue d'un impair dont on ne sait pas s'il est trop léger ou trop chaud pour la journée à venir. À ce moment précis, alors que la matinée ne fait que commencer, Flora Mackenzie ne se demande pas si elle est heureuse ou malheureuse, même si cette question ne tardera pas à revêtir une importance capitale.
Si vous pouviez vous arrêter pour lui poser la question, elle se contenterait sans doute de vous répondre qu'elle se sent fatiguée. Parce que tous les Londoniens le sont. Ils sont tout le temps épuisés, crevés ou dans un état de frénésie parce que, eh bien, personne ne le sait vraiment. Ça semble être la règle, tout comme marcher vite, faire la queue devant des restaurants éphémères et ne jamais, au grand jamais, aller chez Madame Tussaud. Flora se demande si elle va réussir à trouver une position dans laquelle elle pourra bouquiner, si la ceinture de sa jupe ne la serre pas un peu plus ces derniers temps, tout en se disant que, malheureusement, si cette pensée l'effleure, c'est qu'il y a de fortes chances pour que ce soit vrai. Elle se demande si le temps va se réchauffer et, le cas échéant, si elle va enlever ses collants. Ce qui est problématique à plusieurs égards, surtout parce que sa peau est plus blanche que le lait et résiste à toutes les tentatives visant à rectifier le tir. Elle a déjà essayé de mettre de l'autobronzant, mais on aurait dit qu'elle avait plongé les jambes dans une piscine de sauce cocktail. En plus, dès qu'elle s'était mise à marcher, l'arrière de ses genoux était devenu tout moite. Elle ne soupçonnait même pas que l'arrière des genoux puisse devenir moite. Et de longues traînées blanches avaient commencé à strier sa peau faussement bronzée, comme Kai, son collègue de bureau, avait pris soin de lui faire remarquer. Kai a une peau magnifique, couleur café au lait, qui rend Flora folle de jalousie. Mais aussi parce que, dans l'ensemble, c'est l'automne qu'elle préfère à Londres. Elle pense à son rendez-vous Tinder de l'autre soir quand le type qui avait l'air si gentil en ligne s'est immédiatement mis à se moquer de son accent, comme tout le monde le fait partout, tout le temps. Et puis, quand il a remarqué que cela ne l'impressionnait pas, il a suggéré qu'il fasse l'impasse sur le dîner pour aller directement chez lui. Ce qui l'a fait soupirer. Flora a 26 ans. Elle a organisé une super fête pour marquer le coup, où tout le monde s'est saoulé et lui a assuré qu'elle se trouverait bientôt un petit ami. Enfin, sauf ceux qui lui ont dit qu'il était impossible de rencontrer quelqu'un de bien à Londres. Il n'y a pas d'hommes dans cette ville et les rares spécimens qui restent sont soit gays, soit mariés, soit mal intentionnés. En réalité, tout le monde ne s'est pas saoulé car une de ses amies était enceinte pour la première fois. Elle n'arrêtait pas de s'en vanter, pleine de fausse modestie, tout en jubilant en son fort intérieur. Flora était contente pour elle, évidemment qu'elle l'était. Elle n'a pas envie d'être enceinte. Mais n'empêche. Flora est pressée contre un homme qui porte un costume élégant. Elle lui jette un coup d'œil rapide, juste au cas où ce serait lui. Ce qui est parfaitement ridicule. Elle ne l'a jamais vu, lui, dans le Docklands Light Railway. Lui, quand il arrive au bureau, il est toujours impeccable, sans une tache ni un pli. Et puis elle sait qu'il vit quelque part dans le centre-ville et qu'il ne prend jamais le métro. À sa fête d'anniversaire, comme d'habitude, ses amis ont eu assez de jugeote pour ne pas mentionner son patron après quelques verres de Prosecco. Le patron pour lequel elle a le béguin. Un béguin absurde, complètement ridicule. Si vous avez déjà connu le supplice de craquer pour quelqu'un, vous savez ce que ça fait. Kai sait à quel point ce crush est vain parce qu'il a le même patron que Flora et qu'il le voit tel qu'il est. Un vrai salaud. Mais bien sûr, Flora ne veut rien entendre. De toute manière, l'homme dans le métro, ce n'est pas lui. Flora se sent idiote d'avoir vérifié. Dès qu'elle pense à lui, elle a l'impression d'avoir à nouveau 14 ans et la pâleur de ses joues accentue son rougissement. Elle sait que c'est ridicule, stupide, inutile. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle commence sa lecture sur sa liseuse en s'efforçant de ne pas basculer, de ne bousculer personne dans cette rame minuscule et bondée, tout en regardant de temps à autre par la fenêtre, perdue dans ses rêveries. D'autres pensées lui viennent en tête. Petit A, elle va encore avoir un nouveau coloc. Les gens emménagent et déménagent si souvent du grand appart victorien qu'elle partage qu'elle a rarement le temps d'apprendre à les connaître. Leurs courriers s'entassent dans l'entrée, au milieu de vieilles carcasses de vélos, et elle se dit que quelqu'un devrait faire quelque chose pour régler le problème. Mais elle ne fait rien. Petit B, encore déménagé. Petit C, un amoureux. Soupir. Petit D, passer chez Prêt à manger. Petit E, une nouvelle couleur de cheveux peut-être. Quelque chose qui partirait facilement. Est-ce que le gris argenté lui irait bien, ou est-ce qu'elle aurait seulement l'air d'avoir les cheveux poivre et sel? Petit F,
la vie, l'avenir. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.